à l'émission radiophonique des révolutionnaires planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission sur les super-humains avec des quotients de 500 points de QI. On va regarder ensemble quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir un humain optimisé en intelligence. Parce que là, pour l'instant, on peut se le dire, et ça fait pitié. Tu sais, avoir un petit QI moyen de 100 points, là, c'est pas la bagatelle. Puis ça, 100 points, ça, c'est pas tout le monde qui a ça, là. Les peuples qui ont en haut de 100 points de QI, il y en a juste 3, hein. T'as les Blancs, avec 98-103 points moyens de QI. T'as les Asiatiques du Nord, avec 106 points. Puis t'aurais les Juifs Ashkénazes, avec 107 points, 110 points maximum. Donc, on s'entend que le reste de l'humanité sont en bas de 100 points. Ceux qui sont le plus haut après ça, c'est les Inuits avec 91 points. Les autres sont tous en bas de 90. Puis pour les Africains, les autres, c'est 70, 75 de QI quand ils sont ensemble. Puis quand ils sont dans une société de blancs, là, ils vont monter jusqu'à 85. Donc on voit que c'est vraiment pas puissant. Si on compare ça avec le QI d'un chimpanzé qui était 25 à 40 points, il n'y a pas grand-chose qui différencie l'intelligence humaine des primates inférieurs, si on peut dire. Donc, il y a un grand travail à faire au niveau de l'intelligence chez l'humanité. Parce que là, en plus, on voit que l'intelligence, elle diminue. Elle diminue pourquoi? À cause des polluants qu'il y a dans l'environnement, à cause que les gens, ils s'irradient le cerveau à tous les jours avec des technologies Wi-Fi, ce qui fait cuire leur cerveau, qui fait cuire leur cortex frontal, donc ça diminue de quelques points de QI à chaque année. On observe des baisses de QI, par exemple, en Angleterre, de moins 14 points. Dans l'ensemble de l'Occident, c'est plutôt un moins 10 points. Là. Mais là, est-ce que c'est parce que c'est les populations de souche qui sont de moins en moins intelligentes, ou c'est parce que c'est la pollution, ou c'est parce que c'est un phénomène lié à l'immigration? Parce que c'est sûr que si on remplace une population si vous remplacez les Asiatiques du Nord par des populations qui ont 75 de quotient, dans leur territoire d'origine, quand ils vont arriver là-bas, ils vont aussi avoir 75 de quotient. Ça peut pas monter beaucoup, là. Ça peut monter de 10, 15, 20 points maximum en fonction de l'éducation, mais sinon, c'est toutes des prémices génétiques que ça prend. Bon, par exemple, pourquoi améliorer l'ADN humain? Pourquoi améliorer l'intelligence quand on pourrait simplement robotiser l'humain? Hein? Pourquoi dans le fond, on aurait à modifier nos gènes pour avoir des générations d'enfants de plus en plus intelligents, sans que ce soit la sélection naturelle qui travaille ou les processus naturels qui prennent des dizaines de milliers d'années, des millions d'années, là? Pourquoi faire ça quand on pourrait tout simplement greffer des ordinateurs sur le cerveau d'un être humain? Ce qui sont plus les courants actuels de pensée. Mais c'est ça, avant de tout aborder l'information plus dans le détail, je vais vous expliquer l'erreur justement du transhumanisme actuel, comme le théoricien Laurent Alexandre va défendre, c'est que vu qu'on vit dans un monde post-Deuxième Guerre mondiale, les gens ils ont eu le traumatisme historique dans l'inconscient collectif que l'eugénisme égale nécessairement Holocauste. Mais, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre émission, ça n'a aucun rapport. C'est pas relié ensemble du tout, ces variables-là. Donc, l'humanité a un traumatisme en pensant que finalement, à chaque fois qu'on va vouloir modifier l'ADN, que nécessairement ces gens-là vont vouloir exterminer tout le monde. Ça, c'est faux. Okay? Donc, là, vu qu'on a expérimenté l'eugénisme dans les années 40, on va dire, mais qui n'était pas vraiment de l'eugénisme génétique, là, c'était uniquement des accouplements entre personnes qu'on considérait qu'il y avait des bons attributs physiologiques, au lieu de vraiment manipuler l'ADN. On faisait juste, on disait telle personne est grande, on va la coupler avec une autre femme qui est grande, ça va donner des enfants grands, etc. Puis il y avait raison, ça fonctionne de cette manière-là.
Sauf qu'aujourd'hui, on va aller plus profondément dans l'ADN, modifier les acides aminés, les allèles, recomposer complètement un nouveau code d'ADN, modifier les lettres ATCG, etc. Donc, tu sais, dans le fond, on n'a pas vraiment expérimenté le vrai eugénisme avec les manipulations génétiques. Donc là, on pense que ça, c'est pas la voie. Là, en ce moment, la mode, c'est de penser que ça va être le transhumanisme. Mais c'est une erreur, à mon avis, aussi. C'est même une erreur qui est encore beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que, premièrement, on va se déshumaniser, on va cesser d'être un être humain. Automatiquement que le pourcentage de robots va augmenter en nous, on va devenir une autre chose. On ne sera plus des humains. Et puis, à plus que 50% du poids de notre corps qui va être robotisé, ben là, ça va être un robot avec des pièces humaines. Ça, je l'ai déjà expliqué aussi dans les conférences précédentes. Donc, puis, le fait de se déshumaniser pour se robotiser, bien évidemment, une fois qu'on va être rendu un robot, ben le robot, lui, n'a pas d'émotion. Les seuls organismes qui peuvent avoir des émotions, un rétrofeedback, c'est les organismes vivants. Donc les robots, eux autres, n'auront pas aucune pitié pour le vivant. Ils vont devenir mécaniques et ils vont tout détruire finalement. Donc le transhumanisme, c'est complètement une voie erronée à suivre. Je vous dis pas qu'on peut pas implémenter certaines composantes, qu'on peut pas améliorer un petit peu notre mémoire, accélérer peut-être certains processus, doter de bras mécaniques, de jambes robotisées pour ceux qui ne sont pas capables de marcher, etc. Ça c'est correct dans une certaine partie. Mais de là à modifier en profondeur l'être humain pour tranquillement le robotiser, c'est une avenue encore beaucoup pire que ce que les Allemands ont commencé à expérimenter dans les années 30-40. Puis j'ai trouvé le meilleur exemple pour vous le prouver, c'est l'exemple du trisomique optimisé. Même si vous avez un trisomique, qui lui, par exemple, parce qu'on va associer habituellement le retard mental chez l'être humain à environ 60-70 points de quotient, même si vous avez un trisomique avec 70 points de QI, puis que là, vous y greffez un ordinateur sur la tête, puis que là, vous avez une espèce de roulette, là, vous augmentez son intelligence et oups, tout d'un coup, il est rendu à 100 points de QI. Vous avez augmenté son intelligence de 30 points, c'est merveilleux, vous vous dites. Mais là, après ça, vous dites, ben oui, mais on pourrait tourner la roulette encore un petit peu plus. Ben, on va lui donner 110 points au trisomique. On augmente son QI, 110 points, 120 points. Puis là, on se dit, OK, ben là, le cerveau n'était pas très, très performant à la base. C'était un handicapé mental. Mais là, on va le booster à fond la caisse. On va lui donner le double de pointage de QI qu'il avait. Fait qu'on va aller à 140, même 150 points de quotient. Fait que là, vous avez un handicapé mental, un trisomique, qui n'avait pas une bonne génétique au niveau de l'intelligence, parce que oui, l'intelligence, c'est aussi un phénomène génétique. C'est différents gènes qui sont regroupés et qui vont donner une somme de ce qu'on va appeler le phénomène d'intelligence. Donc, ça sert absolument à rien d'optimiser un trisomique avec 70 points de QI puis y faire atteindre 150 points parce que dans le fond, il va être topé au bout, là. OK? Mais ça, c'est le dilemme du trisomique, OK? Transhumaniste. Mais là, si vous faites la même chose avec un humain normal, on va dire, parce que là, l'humain normal, lui, il n'a pas vraiment plus de QI, là. Tu sais, il a 100 points, 110 points. Tu sais, moi, j'ai évalué souvent la majorité des personnes avec qui on va parler dans la rue, ben, ils ont entre 110 et 120 points. Tu sais, leur limite, eux autres, c'est la douance. La douance, ça commence à partir de 120 points. Mais ça, la douance, c'est seulement 7% de la population qui ont ça, là. Fait que même si vous prenez un être humain qui a une intelligence très moche, très moyenne, à 100 points, puis que vous ou à 110 points, puis vous l'optimisez à 150, ben c'est encore pas bon. C'est encore pas bon. Vous avez optimisé un handicapé, dans le fond, que vous donnez, vous boostez artificiellement son intelligence. Pourquoi? Parce que dans le fond, on le sait que l'électronique, ça brise tout le temps. Les ordinateurs brisent constamment. On a des blue screens, etc. Donc, on sait que les composantes informatiques sont quand même vulnérables. T'sais, non seulement dans leur matérialité, pour les bris qu'ils peuvent avoir, les courts-circuits, etc., mais également pour ce qui est tous les problèmes de sécurité, de piratage à distance, si vous avez des systèmes Wi-Fi, peu importe la sécurité. Donc, d'optimiser un trisomique puis donner le double de son intelligence, ça sert absolument à rien. Donc, ça servira à rien non plus d'optimiser les quotients moyens de 100-110. Comprenez?
Ce qui est beaucoup mieux, ce qui est préférable, parce que là, comme je vous dis, l'électronique peut briser. Fait que qu'est-ce qu'il va faire le trisomique, lui, quand son équipement, son casque va briser? Ah ben, il ne pourra pas rien faire, parce qu'il ne saura même pas comment le réparer à l'état naturel. Son quotient, il est pas assez haut pour non seulement juste opérer un ordinateur de base. Pensez-vous qu'il va être capable de réparer son casque robotique qui aurait optimisé son intelligence temporairement? Ben non, il ne sera pas capable. Puis le 110 points non plus, il ne sera pas capable. Parce que ça ne donne rien des optimiser eux autres. Ça donne absolument rien. Tu peux les optimiser pour le plaisir, mais ce qui est préférable, c'est d'avoir une génétique que quand elle va se déployer naturellement, elle va déjà avoir 150 points, ou en tout cas, elle va avoir, comme les Chinois travaillent actuellement, minimum 130, 160 points et plus. Sinon, ben, l'humain, optimisé génétiquement, lui, va avoir naturellement 2 à 300 points de QI. Fait que lui, à la limite, tu n'aurais même pas besoin d'y mettre un casque. Parce qu'il est déjà super performant. Il a déjà 2-3 fois l'intelligence d'une personne normale. Fait que si on ne prend pas en compte le fait qu'une personne de 300 points va vouloir avoir 3000 points de quotient, un humain de 200-300 points, il va déjà être capable de faire énormément de tâches. Puis si à la limite, vous voulez rajouter un casque pour optimiser son intelligence avec une meilleure mémoire vive, avec quelques composantes électroniques supplémentaires, ah ben là, ça peut se faire. Mais il ne faut pas qu'à la base, vous optimisez un trisomique. Ça sert absolument à rien. Puis là, c'est ce qu'on veut faire. Laurent Alexandre, lui, c'est tout ce qu'il projette, c'est l'optimisation par la robotisation. Ce qui est une grave erreur. Il ne faut pas prendre cette voie-là. Puis il ne faut pas non plus prendre la voie de la stabilité, de rester pareil encore 1 million d'années, quand on sait que l'intelligence abaisse. Hein, il faut l'optimiser, l'intelligence. Il y a un facteur important à optimiser, c'est l'intelligence en premier lieu. Là. Donc, il ne faut pas prendre la voie de gauche vers la robotisation. Il ne faut pas aller vers le centre pour rester pareil des millions d'années, parce que là, finalement, si on laisse la nature faire, l'intelligence ne montera plus vraiment très vite. Il ne faut pas aller vers l'arrière, ça veut dire faire une régression génétique, où est-ce que là, non seulement on serait moins intelligent, mais là, on aurait une régression génétique, on reprendrait des vieux gènes des premiers peuples de l'humanité, c'est la reprimatisation civilisationnelle, ce qui est notre piège à nous, la réindigénisation planétaire. Nous, on vient des primates, donc c'est ça notre piège, il ne faut pas retomber là-dedans. Il faut plutôt prendre la voie de droite, où est-ce que là, on va aller se modifier génétiquement pour être performant naturellement dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances. Un humain avec 200-300 points de QI, 500 points de QI, il va être capable de réparer son équipement, peu importe ce qui arrive. Il va être capable de se débrouiller sur une planète. Il va être capable de réparer un vaisseau spatial. Il va être capable d'humaniser l'espace, finalement. Ça, c'est la meilleure voie, c'est la voie de droite vers l'optimisation génétique et non pas le transhumanisme. Ça ne donne rien de devenir un robot. De devenir un robot, je l'ai dit tantôt, on va se déshumaniser graduellement. Puis à un moment donné, on va devenir juste des pièces biologiques pour ce robot-là. Vous avez juste à regarder le film Virus avec Donald Sutherland, vous allez tout comprendre. Il y a une intelligence extraterrestre supérieure qui arrive de l'espace, qui, elle peut passer par l'électronique, réussit à rentrer dans un bateau. Après ça, les humains trouvent ce bateau-là, ils essaient de se l'accaparer pour le ramener, le vendre à bon port. Mais finalement, l'intelligence artificielle prend le contrôle de certaines personnes dans l'équipage. Après ça, Donald Sutherland, lui, pense qu'il va être capable de maîtriser l'intelligence artificielle supérieure, et puis non, il se fait avoir lui-même, puis il finit par se faire robotiser de force par le robot en chef, qui a juste besoin de pièces biologiques pour se rajouter à son robot. Parce que pourquoi? Parce que les robots, eux autres, ils manquent de flexibilité. Les robots n'ont pas la flexibilité des organismes vivants, bien évidemment. Hein? Ils sont mécaniques, ils sont raides, ils sont durs, ils sont froids. Ils peuvent changer leurs pièces indéfiniment, par contre, mais ils n'ont pas la flexibilité du vivant. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Donc, il ne faut pas devenir un esclave du robot, avec un grand R. Vous voyez? Donc, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est les théories qui vont dans l'autre sens, qui vont vers une optimisation minimale naturelle de l'intelligence de l'humanité pour qu'on puisse rester 100% humain, mais juste avec, par exemple, un petit peu une plus grosse tête. C'est ça essentiellement là, ce que ça va nous mener. Là, c'est une plus grosse tête, peut-être des plus grands yeux, des trucs du genre, qui vont juste finalement augmenter les capacités de l'être humain en général pour qu'ensuite on soit une civilisation non seulement capable de mieux
coloniser l'espace, mais aussi mieux se défendre contre les organismes qu'on va retrouver dans l'espace, les êtres extraterrestres qui, eux, probablement ont un quotient beaucoup plus élevé que 100 points de QI moyen, ça, je peux vous l'assurer. Donc, si on a un QI de 100 points moyen, on va se faire baiser en tout et partout par à peu près n'importe quelle civilisation extraterrestre qu'on va rencontrer. OK? Donc, c'est vraiment important de travailler là-dessus pour avoir une base solide, ne pas craindre chaque espèce qu'on va rencontrer, et puis être capable de créer une nouvelle génération d'êtres humains qui vont être capables, eux aussi, dans un premier temps, de nous donner les meilleures solutions pour sauver la planète. Parce que la planète, en ce moment, l'intelligence est plafonnée. Les scientifiques ne savent pas quoi faire pour sauver le réchauffement climatique. Non, je veux dire, ils ont des théories quand même, mais il n'y a pas d'intelligence très très haute, vraiment englobante, d'intelligence supérieure, comme on aurait par exemple avec un ordinateur quantique, là, qui peut quand même nous donner des réponses à des solutions à nos questions qu'on a sur plusieurs domaines de sciences. Et puis, vu qu'on n'a pas ça en ce moment, on a juste des petits cerveaux de 90-100 points avec des grands scientifiques qui sont surdoués, qui sont des quotients moyens habituellement entre 130 et 160, mais ça reste que c'est pas suffisant. On a besoin de 200, 300 points de quotient, 400, même 500 points de quotient, jusqu'à 1000. Ça, c'est pas mal le top, à mon avis, pour un être humain standard. Pourquoi? Parce que finalement, on ne ferait pas que doubler l'intelligence, parce que des 200 points de quotient, on en a déjà un peu sur la planète, là. On ne ferait pas que doubler l'intelligence, on ferait x5, x10. Mais je pense que pour l'instant, le x10, c'est trop loin. C'est pas pour l'instant accessible. Concentrons-nous par créer les 200-300 points de quotient moyens, comme font en ce moment les Chinois, là. Mais nous, les Blancs, les Européens, ou en tout cas n'importe quel peuple de la planète peut se créer sa version surdouée naturelle OGM à son choix. Nous, on s'occupe des Européens, parce que moi, je fais partie de cette ethnie-là. Donc, les Européens, nous, on peut travailler dans le futur sur cet humain-là, qu'on va pouvoir envoyer des nouvelles générations, coloniser le système solaire, et puis ensuite, Alpha du Centauri, la prochaine étoile à notre portée. Si on prend les volumes crâniens standards, chez la femme blanche européenne, on va avoir une circonférence crânienne de 55,2 cm. Chez l'homme, c'est 57,2 cm. Ça, c'est les mesures qui ont été prises chez les Européens et Européennes. Il peut y avoir des divergences, évidemment, selon les autres peuples, aussi selon la grandeur de la personne, parce que la tête est toujours supposée être proportionnelle au corps environ, là. Sauf que ça, à mon avis, c'est pas suffisant. Si on compare ça au premier cerveau, il y avait environ, chez Australopithecus, 500 cm3. Donc, on devait être à des entre 40 et 50 cm de circonférence crânienne. Donc, c'est vraiment petit, même peut-être en bas de 40 cm. Puis, on voit que l'intelligence, le volume crânien, c'est corrélé avec un facteur 0,4 à 0,5. Donc, une fois 40 à 50% du temps, une fois sur deux, une personne qui va avoir une plus grosse tête, mais ça va venir avec un quotient plus haut. Donc, on peut s'attendre à ce que les cerveaux du futur, sans modifier rien par rapport à la génétique interne de l'ADN, à part le volume crânien, là, à part modifier les gènes du crâne, eh bien là, dans le futur, on devrait être plus vers des 80 à 100 cm de circonférence crânienne. Parce que moi, j'ai déjà 60 cm de circonférence crânienne. Ça veut dire que j'ai déjà, il manquerait juste 20 cm, puis j'aurais un cerveau de 80 cm. Sauf que, à mon avis, ce qui serait vraiment optimal pour l'humanité du futur, ça serait plus un cerveau avec un tour de tête de 80 à 1 mètre, dans le fond. 80 cm à 1 mètre. Et puis là, vous allez avoir une augmentation d'intelligence qui va peut-être topper au moins jusqu'à 200-300 points de quotient. En doublant la circonférence crânienne, bien évidemment, vous allez augmenter la taille du cerveau. Puis si vous calculez 1400 grammes moyen de cerveau chez un Européen, que vous le divisez par son 103 points moyen, eh bien, ça vous donne finalement 5 à 7 points de quotient supplémentaires à chaque 100 grammes de cerveau qu'on additionne sur la masse cérébrale.
Donc, à chaque fois que vous avez 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes de cerveau supplémentaire, que ça soit stocké en hauteur, au niveau du cortex frontal, par en arrière, etc., vous allez augmenter l'intelligence automatiquement. Donc, le cerveau idéal du futur chez l'humain, si on ne veut pas trop se modifier, qu'on ait trop un aspect un peu bizarre ou hétéroclite, ça serait d'avoir une tête entre 80 et 100 cm. Et puis là, on va quand même se ressembler comme actuellement. Dans le fond, on va se ressembler beaucoup. Et puis, c'est ça. Si on compare avec les cerveaux actuels des mammifères marins, parce que nous, on est une version mammifère terrestre, les mammifères marins, eux autres, évidemment, comme les grosses baleines, la baleine bleue, avec 100 tonnes et plus, presque 200 tonnes, le cachalot, ils ont des poids très, très importants, les poids de leur corps, mais ils ont aussi des gros cerveaux. Parce que les mammifères, on est les animaux sur Terre qu'on a les plus gros cerveaux par rapport aux poissons, par rapport aux reptiles, par rapport à n'importe quoi. Donc, même les mammifères marins sont très intelligents. Les mammifères marins envoient des sonorités dans l'eau pour, dans le fond, transférer de l'information. Ils se donnent des noms, ils communiquent à distance, sont capables d'éloigner des prédateurs, sont capables de paralyser des poissons qui veulent chasser juste par les ondes propagées dans l'eau avec une certaine puissance. Donc, si on prend seulement le cerveau du cachalot, qui lui est plus proche de 5000 grammes ou 5000 centimètres cubes, eh bien, si on prendrait ce cerveau-là et puis qu'on ferait juste le monter sur un shaft humain, en fait, un corps humain, eh bien, ça donnerait un quotient entre 400 et 500 points. Parce qu'on ferait x3, x4, à peu près au volume crânien normal d'un humain, là, c'est ça, qui a environ 1300-1400 grammes de cerveau. Là. Et puis, finalement, c'est ça, ça serait pas très difficile à faire. On aurait juste à avoir une plus grosse tête, on aurait plus de masse cérébrale, et puis à ce moment-là, le quotient va monter. Ensuite, dans les meilleures optimisations de la configuration physiologique du cerveau, dans le fond, la forme de la tête, ce qu'on appelait autrefois la cranologie, ce qui est une science qui a été supposément déclassée, mais en fait qui a beaucoup de pertinence à mon avis. Là. La chronologie, peut-être pas comme elle était pratiquée à l'époque, à savoir ce que vous avez la bosse des maths en arrière de la tête. Ça, c'était des détails évidemment qui est un petit peu anodin, mais oui, la forme du crâne va influencer le type d'intelligence, le type de spécialisation du cerveau. Donc, on peut se demander, nous, les êtres humains, comment nous, on voudrait avoir la configuration cérébrale, crânienne optimale pour l'humanité du futur. C'est sûr que ce qui est bon, c'est d'avoir, par exemple, un gros cerveau rond, comme les Asiatiques du Nord, qu'on parle des Coréens, des Chinois du Nord, les Mongols, les Japonais, mais je dirais surtout les Mongols et puis les Chinois, là. Même quand on regarde Kim Jong-un, il a une très très grosse tête ronde par rapport à Donald Trump. Parce que quand ils se sont rencontrés à la frontière de la Corée du Sud et la Corée du Nord, eh bien, on voit que Donald Trump, même s'il est plus grand, c'est un monsieur de 6 pieds, 6 pieds 2, bon, il a quand même une grosse tête par rapport à sa grandeur, mais jamais comme un Asiatique du Nord. Kim Jong-un, il a une beaucoup plus grosse tête que Donald Trump. Donald Trump, lui, c'est sûr, les intelligences quand même s'équivalent, mais Donald Trump, lui, pareil à ses semblables, il a la tête plus plate. T'sais, on a quand même un bon crâne, mais l'Européen, sur les côtés, ça va être plus aplati, comme une bine. Donc ça, c'est moins bon en tant que tel parce que ça fait qu'il y a moins de cerveau finalement. T'sais, quand le cerveau il est rond, comme un ballon de basketball ou un melon d'eau, ben le cerveau il est plein, là, il est tout rond, là, comme le cerveau d'Albert Einstein. Je l'ai déjà mentionné, quand ils l'ont enlevé à l'autopsie, il était quand même pas mal de formes rondes. Donc ça, c'est des configurations de cerveau qu'on peut regarder, voir si nous, on veut s'optimiser. C'est des cerveaux à privilégier, des formes de crâne qui sont pertinentes pour une augmentation d'intelligence puis un compactage du cerveau dans le même espace. Ensuite, ce qu'on va référer souvent, c'est les cerveaux, les cortex frontaux proéminents. Donc, si vous avez une personne qui a un très gros, une grosse bosse en avant du crâne, un gros cortex frontal volumineux, bien évidemment, pour nous, les êtres humains, ça va quand même être favorable parce que notre intelligence,
logique, mathématique, de raisonnement, de jugement est beaucoup centralisé vers l'avant de la tête. Dans les théories extraterrestres sur lesquelles que je travaille, comme j'ai parlé dans mes autres conférences, il y a d'autres types de configurations là, qui sont vraiment étrangères à la configuration du cerveau humain habituelle. Donc les têtes extraterrestres, l'intelligence, elle peut être centralisée, elle peut être pariétalisée, elle peut être occipitalisée, elle peut être frontalisée, évidemment. Ça peut être, dans le fond, tout dépendamment, même comme un cerveau d'une pieuvre. Bon, on peut avoir des petits encéphales, des centres nerveux dans les pattes. Il y a toutes sortes de configurations de cerveau. Mais dans l'ensemble, pour en tout cas nous, là, l'être humain, un cortex frontal proéminent, c'est favorable à une augmentation de l'intelligence. Sauf qu'évidemment, ces cerveaux-là, quand vous regardez les crânes de la population en général, ils ne sont pas très fréquents. Évidemment, aujourd'hui, à notre époque, les cerveaux, le crâne en avant est pratiquement toujours droit. Mais ça, ils disent que le crâne droit à l'avant de la tête, ça a pris beaucoup de temps avant d'apparaître chez l'être humain. Si vous regardez, la plupart des primates en général n'ont pas un cortex frontal très très proéminent. Ce qui est normal en fait, parce que ça part d'une petite tête bien simple en fait. Là. Le cerveau au début n'était pas optimisé évidemment. Là. Sauf que c'est quand même assez difficile d'obtenir ces cerveaux-là. Pourquoi? Parce que c'est une projection vers l'avant. Il faut que l'arête osseuse à droite et à gauche des yeux soit quand même assez forte, ce pont-là osseux soit assez fort pour aller supporter la calotte frontale qui, elle, va faire une projection vers l'avant. Donc, il y en a qui sont un peu favorisés sur ça. Il y en a qui, bon, il y a le front plus droit. Mais en général, pour le cerveau du futur, mieux vaut donner toutes les aptitudes qu'on sait qui sont avec une probabilité haute de retrouver plus d'intelligence. Donc, cette configuration-là est à favoriser, à mon avis, là, quand même beaucoup. Évidemment, à l'heure actuelle, d'une personne à l'autre, vous allez voir certaines caractérisations qui peuvent favoriser son intelligence. Mais, comme j'aime à dire, personne n'a la carte parfaite, personne n'a l'ADN parfait, personne n'est Dolph Lundgren. T'sais, personne mesure 6 pieds 4, a les yeux bleus, les yeux verts, les cheveux blonds, les cheveux roux, est super baraqué, a 175 de quotient. Personne n'a ça. C'est pour ça qu'il faut favoriser la génétique à long terme et comme je disais tantôt, et non pas favoriser la robotisation de l'humain, là, ce qui est juste une béquille finalement. Là. Ça sert à rien d'optimiser du monde avec un quotient qui est déjà pas haut. C'est totalement inutile. Ainsi, vous allez avoir des gens qui ont le cortex préfrontal plus proéminent. Il y en a qui vont avoir la grosse tête ronde. Il y en a qui ils vont avoir le cerveau plus long. Il y en a qui ont le cerveau plus haut. C'est bien rare qu'on va voir toutes ces caractéristiques-là. Là. Okay, rassemblées dans une même personne. C'est pour ça qu'il faut quand même les connaître à l'avance et puis après ça, sélectionner les bons gènes qui vont donner ce type de configuration-là crânienne idéale pour nos enfants du futur. Un autre type de configuration crânienne qui va souvent être bonne pour l'apparition de fonctions intellectuelles supérieures, c'est ceux qui vont avoir la tête haute, comme je l'expliquais. Par exemple, vous prenez le bas du menton, la distance entre le bas du menton et l'œil, et puis cette distance-là, vous pouvez le faire avec vos doigts, là, vous allez le voir. Vous reportez votre pouce du bas à l'œil, et puis votre doigt d'en haut, lui, il est supposé égaliser le top de votre tête. Mais ça, je vous dirais, personne n'a ce cerveau-là pratiquement. Personne n'a égale distance entre les yeux et le menton, et puis ensuite entre les yeux et le dessus de la tête. Très peu de gens ont cette configuration-là de tête haute, ce que moi j'appelle, parce que la tête haute, évidemment, va contenir plus de cerveau en haut. Donc, si vous rajoutez un 100 grammes de cerveau, vous rajoutez un 5 points de QI. Chez la population, en général, évidemment, le dessus de la tête est plus bas. OK? Donc, ceux qui ont ce cerveau-là très haut, ça, c'est peut-être 5 à 10 de la population. C'est vraiment pas beaucoup. 80 à 90 des gens ont la tête en haut plus basse que la distance entre le menton et l'œil. Sauf que pour les nouvelles générations du futur, ben, ça serait bon qu'il y ait au moins égale distance entre les yeux et le menton, les yeux et le dessus de la tête, et même peut-être une tête plus haute encore que cette proportion-là.
ce qui va donner une tête, bon, oui, plus volumineuse vers le haut, mais qui va venir grappiller un peu des points de quotient supplémentaires, ce qui va être favorable pour ces jeunes-là. Ensuite, il y a les configurations de tête plus en forme allongée. Ça n'a pas besoin de toujours être une sphère, ça n'a pas toujours être besoin d'être en triangle, ça peut être aussi en forme de bine allongée, un peu comme le cerveau d'Aliens. Là, vous allez me dire, ouais, mais l'intelligence serait supposément localisée dans le cortex frontal. Oui, peut-être, mais le cerveau d'Aliens, même s'il est fait en longueur, sur 1 mètre de long, sur une grosse créature, par exemple, un Aliens comme Aliens versus Predator, un Aliens qui a une tête de 1 mètre de long, quand même qui est faite sa longueur, vous pouvez être certain qu'il va avoir beaucoup d'intelligence là-dedans. Là. Ça va peut-être être un petit peu moins frontalisé, mais le cerveau, lui, à l'intérieur, sa configuration physiologique, il va s'optimiser pour avoir un QI quand même qui, tu sais, l'électricité, elle va passer partout, l'influx nerveux, et puis il va solliciter différentes régions de son cerveau pour finalement donner une somme d'intelligence qui va toujours être de plus en plus supérieure. Évidemment, plus que le cerveau va grossir, que ce soit sur les côtés, en avant ou en arrière, ça va quand même augmenter toujours le quotient. Chez l'être humain, les parties plus arrière ou de côté, mettons en bas, sont plus associées à la mémorisation. Donc, évidemment, plus que vous allez racheter de cerveau au niveau pariétal, et bien plus que la mémorisation elle va être augmentée. Et puis après ça, ben, l'information est traitée avec le cortex frontal à l'avant. Donc, de faire allonger la tête par l'arrière, que ce soit un petit peu plus lourd, ça serait quand même favorable pour le cerveau du futur qu'on doit créer. Ensuite, il y a la configuration plutôt extraterrestre sous forme de triangle, où est-ce qu'on va avoir un menton assez pointu, une tête en haut, oui, peut-être plus ronde, mais vers les coins qui va être plus triangulaire, un triangle inversé. Ça aussi, ça peut être très bon comme configuration cérébrale. Par contre, ça ne ressemble pas beaucoup à ce que l'humain est en ce moment. Donc, peut-être que ça serait une dénaturation dans l'apparence physiologique qui nous déshumaniserait lentement. Mais bon, jusqu'à un certain point. Parce qu'en ayant 2 pointes cérébrales, plus le cortex frontal, peut-être que oui, dans ces pointes-là, va se créer la même chose que dans le cortex frontal, des ondes finalement de réflexion supplémentaires qui pourraient communiquer entre elles, faire une triangulation en 3 hémisphères, 3 cortex frontales finalement. Parce que je ne verrais pas pourquoi que dans les extrémités du triangle supérieur ne soit traité que de l'information au niveau des déplacements, de l'équilibre, comme dans le cervelet, des fonctions dans le fond qu'on associerait plus aux capacités mécaniques ou à l'intelligence inférieure, et non pas l'intelligence d'analyse, de calcul, de réflexion, de projection, d'hypothèse, etc. Ça, c'est aussi une configuration triangulaire qui est à voir pour le futur. Il y a évidemment aussi la configuration du multicerveau multipôle. Ça veut dire plusieurs encéphales dans un même organisme. Comme j'expliquais avec la pieuvre, on pourrait avoir un cerveau dans chacune de nos mains, dans chacun de nos pieds, un nœud central neurologique, où est-ce que là, des ganglions nerveux, où est-ce que là, l'information peut se rendre, a une certaine intelligence, une certaine réflexivité, en fait, peut-être pas une autoréflexion là, vraiment poussée là, comme qu'est-ce qu'on a dans notre cortex frontal, mais des ganglions qui permettraient d'accompagner le cerveau central moteur. Donc, c'est pour ça que la pieuvre, elle, est capable de autant de prouesses intellectuelles, c'est parce que justement, elle a ces ganglions-là dans les extrémités des tentacules. Donc, quand elle va prendre un pot, elle est capable de l'ouvrir avec ses tentacules, tu sais, elle va même peut-être pas réfléchir avec ses mains, mais ses tentacules, mais elle va quand même être capable de compléter la réflexion qui démarre à partir du système nerveux central de son encéphale principal. Pour l'humanité, malheureusement, ce n'est pas des types de configurations de cerveau qui semblent intéressantes pour nous, à cause que justement, on n'est pas un organisme comme une pieuvre ou bon, ça peut être un cerveau même dans le genou ou dans le ventre, là, des cerveaux, des encéphales, des nœuds nerveux avec un amoncellement de neurones. Je veux dire, on peut en mettre partout, sauf que là, pour nous autres, ça serait aller plus vers une voie expérimentale et puis une voie qui va nous déshumaniser tranquillement, pas vite. Mais je pense que ça serait quasiment moins pire ça, quand même, qu'une robotisation, où est-ce que là, la robotisation, elle, c'est complètement
à part, extérieure à ce qui est tous les systèmes biologiques en temps normal. C'est une autre interface complètement. C'est l'interface morte, mécanique, qui, au niveau de la biologie, ça fait longtemps que la biologie est plus rendue là. La biologie, c'est les mêmes matériaux à l'intérieur. Il va y avoir du fer dans les cellules, il va y avoir toutes sortes de matériaux, de l'azote. Vous pouvez retrouver toutes les particules que vous auriez dans des micro-éléments, des minéraux dans la Terre, mais là, ils ont une configuration structurelle plus évoluée qui fait en sorte qu'on va dire à un moment donné que c'est vivant, mais en fin de compte, c'est tout composé des sous-matériaux qu'on retrouve dans le tableau périodique, là, les éléments principaux. Dans les grandes caractérisations développementales, physiologiques du cerveau, évidemment, il y a des grandes lignes à suivre, ce qui va influencer beaucoup l'intelligence en temps normal, quand les gènes vont être codés pour quel organe exactement. C'est justement la neurogénèse, ça veut dire la génération de neurones à partir des cellules souches qui habituellement sont retrouvées dans la colonne. Mais là, c'est les cellules souches neuronales, la façon qu'ils vont être générés, en fait, la neurogénèse. Ensuite, les gènes qui vont être importants, c'est ceux qui vont intervenir dans tout ce qui a rapport à la synapse. La plasticité synaptique. Est-ce que, dans le fond, les synapses, finalement, ils ont une meilleure configuration? Est-ce qu'ils sont bien disposés? C'est quoi leur élasticité? C'est quoi leur plasticité synaptique? Ensuite, tous les gènes qui sont impliqués par rapport au développement du système nerveux, que ce soit le système nerveux central, mais le système nerveux supérieur, c'est-à-dire le cerveau. Ces gènes-là vont être extrêmement importants dans le développement du fœtus et par la suite pour obtenir une intelligence supérieure. Ensuite, tous les gènes qui ont rapport à la projection puis la différenciation neuronale, les gènes qui vont permettre aux neurones de bien se différencier l'un de l'autre, accomplir toutes leurs fonctions un par rapport à l'autre pour que ça se fasse dans l'ordre, que ça se fasse finalement dans la simultanéité avec la rapidité. Et puis, tous les gènes aussi qui vont coder l'information génétique par rapport à la différenciation des oligodendrocytes, ce qui va contrôler essentiellement la myélinisation des neurones et puis en général du cerveau. Parce que dans le fond, les neurones, eux autres là, ils ont une gaine de myéline. C'est un peu, ça joue le rôle d'un isolant, pareil comme sur un fil électrique. Un fil électrique, à l'intérieur, vous avez le cuivre, mais à l'extérieur, vous avez la surface isolante qui est un plastique qui va permettre de bien conserver d'isoler finalement le faisceau électrique qui va passer, l'influx nerveux. Et puis, si la gaine de myéline, qui est composée essentiellement de phospholipides cérébraux, si elle est amoindrie par l'alimentation, par l'âge, par la consommation, par exemple, de pesticides ou une sous-alimentation en phospholipides cérébraux, ce qu'on va retrouver, par exemple, dans le poisson. Quelqu'un qui va manger beaucoup de poisson, il va avoir un cerveau bien graissé, des neurones bien graissés. Toutes ces déficiences-là, et puis surtout dans le développement du cerveau chez l'enfant et ensuite à l'adolescence, parce que le cerveau, il va grandir jusqu'à 21 ans environ. Les gènes impliqués dans la différenciation des oligodendrocytes sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, il est conseillé aussi de prendre des suppléments vitaminés pour venir justement graisser, huiler le cerveau. Parce que souvent, notre alimentation en tant qu'occidentaux est assez faible en poisson ou en substances très riches en oméga 3. Donc, souvent, ce qui est conseillé, c'est justement de prendre des suppléments vitaminés d'oméga 3, 6, 9 ou, si vous ne voulez pas avoir de toxines reliées à la pollution dans les océans qui pourraient être concentrées dans les poissons et ensuite concentrées dans des capsules d'oméga 3, là. Même si le principe de filtration est supposé être très efficace, à ce moment-là, c'est mieux de prendre des suppléments comme de la lécithine qui vont jouer le même rôle myélinisateur des neurones, ce qui va après ça augmenter la qualité de la transmission nerveuse de l'influx nerveux, qui va accélérer finalement la réflexion dans le cerveau et puis qui va aussi augmenter beaucoup la mémoire. Ce qu'en vieillissant, ça peut faire défaillance. Donc, c'est toujours bon à partir d'un certain âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, de commencer à prendre des suppléments pour bien myéliniser son cerveau et puis s'assurer de son bon fonctionnement, de sa bonne préservation, de sa conservation dans le temps et puis de la bonne procédure des processus cérébraux. C'est tout pour cette conférence-ci. Dans la prochaine conférence, je vais aborder la liste précise des gènes qui ont été répertoriés à l'heure actuelle, qui habituellement vont être impliqués pour l'instant dans l'acquisition de l'intelligence. Évidemment, d'une source à l'autre,
Il y en a qui vont attribuer plus de gènes, il y en a qui vont en donner moins, mais essentiellement, on a environ 50 à 100 gènes qui ont été identifiés pour l'instant. Puis je vais prendre la peine de les regarder dans le détail avec vous dans la prochaine conférence.